Été dernier à Londres, plus de 200 000 personnes écoutent religieusement le prêche d'un homme qui a déclaré la guerre à la misère. Un jour, dans le futur, tous les habitants de la Terre, quel que soit l'endroit où ils naissent, auront le droit de vivre en bonne santé. Bill Gates, ici avec son épouse, c'est l'homme le plus riche de la planète. C'est aussi le plus gros donateur du monde, car depuis quelques années, il consacre une grande partie de sa fortune à lutter contre les maladies des pays pauvres. Mais derrière cette image de philanthrope, il y a celle d'un redoutable homme d'affaires qui depuis 20 ans règne sans partage sur le monde de l'informatique, grâce à sa puissante multinationale, Microsoft. Génie visionnaire pour certains, dangereux businessman pour d'autres, Bill Gates, depuis toujours, n'a qu'une seule obsession, sa réussite. Il m'a expliqué sur un tableau blanc très précisément comment il allait devenir le maître du monde. Votre réussite aux États-Unis se juge à l'argent que vous gagnez. C'est comme ça qu'on mesure la réussite ici. Alors, il a tout de suite voulu gagner le plus d'argent possible. Il a toujours couru après le pouvoir. Il a toujours voulu être le numéro 1. Il a besoin d'être le numéro 1. Bill Gates, c'est l'histoire d'un homme qui a su mieux que quiconque utiliser l'informatique pour imposer sa domination sur les autres. L'histoire de cet homme obsédé par sa propre réussite commence sur la côte ouest des États-Unis à Seattle, surnommé Jet City à cause de la présence du puissant constructeur Boeing. Né en 1955, Bill Gates grandit dans le quartier résidentiel le plus huppé de la ville, car c'est le rejeton d'une famille fortunée. Son père est un avocat réputé, sa mère, femme au foyer, s'investit dans les œuvres caritatives. Les parents du petit Bill vont tout faire pour lui inculquer dès son plus jeune âge l'esprit de compétition. Leur fils doit être le meilleur, surpasser les autres. Il a grandi dans un environnement familial où l'on organisait tout le temps des tournois de jeux. Ça pouvait être des jeux de cartes, des jeux de société ou de stratégie. Et il adorait gagner, il adorait la compétition. Cela explique son goût pour la compétition depuis le plus jeune âge. Son père est alors son modèle. C'est un des plus grands avocats de la ville, sa réussite le fascine. Dès l'âge de 10 ans, Bill n'a qu'un objectif, réussir lui aussi. Alors, contrairement à ses petits camarades qui jouent au baseball, il préfère passer son temps plongé dans cette encyclopédie en 22 volumes qu'il apprend page après page. Il avait déjà un QI très élevé, de 180. Certains de ses professeurs m'ont dit qu'il était supérieur à celui d'un génie. Il avait une mémoire visuelle incroyable. Il était toujours très motivé à se surpasser. Le destin de Bill Gates va se jouer dès l'âge de 12 ans dans cette école de Seattle, Lakeside School. Car c'est ici, en 1967, qu'il va faire la découverte de sa vie. Ici, vous êtes à Lakeside School. C'est dans cet établissement que Bill Gates a passé ses années de collège et de lycée. Fred Wright l'a bien connu, c'était son prof de maths, mais surtout, celui qui lui a fait découvrir un univers alors inconnu du grand public, l'informatique. Lakeside School est alors une des premières écoles du monde équipée d'un ordinateur. Voilà à quoi cela ressemble à l'époque. Un ensemble d'énormes machines qui remplit une pièce entière. En cette fin des années 60, l'ordinateur ne sert encore qu'à effectuer de savants calculs statistiques. De l'ordinateur de l'école, il ne reste plus aujourd'hui qu'un vestige, ce clavier. Il était devant cet ordinateur toutes les après-midi. Il séchait même les cours de gym pour s'enfermer dans la salle informatique. Bill n'est encore qu'un gamin, mais il n'a déjà qu'une seule idée en tête, percer les secrets de cette machine. Il va très vite étonner son prof de maths. On avait beau lui donner des conseils, lui proposer de l'aide, ça ne servait plus à rien, car il maîtrisait déjà tout. Il était souvent très impatient avec les autres élèves. Il ne comprenait pas pourquoi il n'allait pas aussi vite que lui. Bill Gates n'a que 12 ans, mais il est déjà visionnaire.
Il est convaincu que bientôt l'ordinateur va bouleverser la vie des gens. Mais son intuition, c'est que plus que la machine, ce sont les programmes pour l'utiliser qui vont permettre cette révolution. En 1968, il rencontre Paul Allen, un élève qui a 2 ans de plus que lui. Ils ne se quitteront plus. Ensemble, ils vont concevoir leur tout premier programme, un logiciel pour gérer automatiquement les emplois du temps de toutes les classes de leur école. Ils ont passé un temps fou à travailler sur ce programme de gestion des emplois du temps de l'école. En fin de compte, ils ont réussi à créer un logiciel unique, un outil beaucoup plus performant que tout ce qu'on pouvait imaginer à cette époque. Le directeur de l'école les récompense. À 15 ans, Bill Gates touche son premier chèque de 500 $. À partir de ce jour-là, il a la conviction que fabriquer des programmes, cela peut devenir un vrai business. Ces programmes, finalement, il va considérer que c'est assez facile de les écrire, parce que lui, il est très doué, ses petits copains aussi. Ils arrivent à cracher des lignes de code comme ça très rapidement, très facilement. Donc ces programmes, on va les écrire, ça ne va pas nous coûter grand-chose à les écrire, on va les vendre très cher et on va se faire un maximum d'argent. Seulement voilà, en cette fin des années 60, gagner de l'argent en vendant des programmes, c'est de la science-fiction, car l'informatique est encore très confidentielle. Bill Gates, lui, y croit. À la fin de ses années lycée, alors âgé de 17 ans, il n'a plus qu'une ambition, monter sa société de programmes. Mais pas grand monde ne partage son intuition, surtout pas ses parents. Pour eux, leur fils est un extraterrestre. L'informatique était quelque chose de totalement nouveau. La plupart des parents n'y connaissaient rien. Parfois, ils ignoraient même l'existence des ordinateurs. Pour la famille Gates, c'était le cas. Pour eux, leur fils était accro à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Chez les Gates, pas question de gâcher ses études avec ses sottises. La réussite sociale passe forcément par des études de droit pour faire avocat comme papa. Tout de suite après le lycée, Bill, bon garçon, part à l'autre bout du pays, à Boston, suivre la voie paternelle pour préparer son droit dans la prestigieuse université d'Harvard. Mais là encore, il va passer le plus clair de son temps dans la salle informatique. En 1974, Bill Gates a maintenant 19 ans quand enfin tout va basculer. Il vient de découvrir cette étrange boîte métallique. Le premier ordinateur à taille humaine de l'histoire vient d'être créé. Une innovation qui passe inaperçue du grand public, mais pour Bill Gates, c'est le signe que son ambitieux projet devient possible. Monty Davidoff faisait ses études avec lui à Harvard. Il se souvient qu'il fallait alors pas mal d'imagination pour se rendre compte que cette machine était l'ancêtre de votre micro-ordinateur. Vous savez, acheter cet ordinateur à l'époque, c'était comme acheter un ordinateur sans rien dedans. Aucune mémoire, aucun outil, tout ce que vous aviez, c'était comme une carcasse de métal. Aucun des grands programmes qu'on connaît aujourd'hui n'existait. Pas de Windows, ni de Word, ni d'Excel, absolument rien. Pour Bill Gates, c'est une occasion à ne pas rater. Avec son ancien copain du lycée Paul Allen, depuis devenu barbu, il décide de fabriquer un programme pour cet ordinateur. Pendant 2 mois, ils vont travailler nuit et jour. Et voilà le résultat, sur cette bande, qui est l'ancêtre de la disquette, le programme qu'ils ont inventé. Bill Gates le vend 3 000 $ au fabricant du premier micro-ordinateur. En fait, Gates avait en tête l'idée de monter son entreprise. Il était persuadé de réussir dans l'informatique. Pour lui, le meilleur moyen d'y parvenir, c'était de mettre un pied dans la porte avec ce programme. Il a réussi à être le tout premier à vendre des logiciels de ce type. Bill Gates plaque aussitôt ses études à Harvard sans aucun diplôme. Nous sommes alors en 1975, il n'a pas encore 20 ans, mais avec l'argent de son premier contrat, il décide de monter son entreprise avec Paul Allen. Il la baptise Microsoft, un nom qui annonce la couleur. Micro pour petit ordinateur, soft pour programme. Mais à l'époque, se lancer sur ce créneau, c'est encore un sacré pari. Les clients ne courent pas encore les rues. En 1975, dans le monde, il y avait environ 2000 micro-ordinateurs, ça s'appelait même peut-être
pas encore comme ça, qui était le marché que visaient les fondateurs de Microsoft. Donc vous imaginez, il fallait quand même vraiment croire au développement de ce marché pour penser qu'on pouvait créer une entreprise commerciale, vendre des programmes et vivre de ce marché-là. De retour sur la côte ouest, le duo de Microsoft s'installe dans un petit bureau d'une centaine de mètres carrés dans la banlieue de Seattle. Dans ce building, au 8e étage. En 1978, Microsoft n'est qu'une petite PME de 11 salariés. Voici l'équipe des débuts. Ils ressemblent plus à des hippies qu'au cadre d'une entreprise. En bas à gauche, ce visage de gamin, c'est celui du boss, Bill Gates, et c'est lui qui va chercher les clients. À droite, le barbu, c'est son associé Paul Allen. Cette mamie de 69 ans a vécu de l'intérieur les débuts de l'aventure. Myriam Lubo était la secrétaire de Bill Gates. Nostalgique, elle a gardé dans son album photo des souvenirs de cette époque. Ça, c'est l'une des choses les plus précieuses que je possède. Voilà la photo de ce que j'appelle le gang Microsoft, mon gang. Ce sont mes garçons. Aujourd'hui, elle en parle avec beaucoup de tendresse, mais pourtant au départ, c'était plutôt mal parti. Myriam se souvient encore de sa stupeur le jour de son entretien d'embauche, lorsqu'elle a vu pour la première fois Bill Gates, son futur patron. Ce jour-là, un gamin est entré. Il avait de longs cheveux pas coiffés, en jean et en basket. Il a passé la porte en disant « Salut !» Il s'est dirigé tout droit vers le bureau du boss, et puis il est entré dans la pièce des ordinateurs. Je me suis précipitée vers les autres employés en disant « Il y a un gamin qui est entré dans la salle informatique. Qu'est-ce que je fais ?» Ils ont répondu « Ce n'est pas un gamin, c'est le président, c'est ton boss. » Et j'ai répondu « Ce gamin est mon boss? Mais quel âge a-t-il? Oh, il a la vingtaine. » Je me suis dit « Oh mon Dieu, il aura bientôt 21 ans. Ne t'inquiète pas, m'ont-ils dit. » Alors je suis rentrée à la maison et j'ai raconté ça à mon mari qui m'a dit « Demain, regarde le livre des comptes et vérifie bien s'il y a de l'argent, car à seulement 20 ans, il ne va jamais te payer. » Mais Myriam Lubo ne va pas tarder à être rassurée. Son boss a certes une tête d'ange, mais il s'apprête à réaliser l'affaire du siècle. Celle qui va faire de Bill Gates l'homme le plus puissant de l'informatique. Il a seulement 24 ans. Il s'agit d'un contrat en or avec la plus grande multinationale américaine, IBM, 350 000 salariés à travers le monde. Nous sommes en 1980. IBM domine l'informatique avec ses gros ordinateurs encombrants. Mais la mode change, les petits ordinateurs commencent à faire leur apparition sur le marché. Alors IBM va réagir avec son ordinateur personnel. Le voici, c'est le PC. La carrosserie est belle, mais pour qu'il fonctionne, il lui faut encore un cerveau. Il lui manque ce qu'on appelle dans le jargon un système d'exploitation, et ça, les ingénieurs d'IBM ne savent pas faire. IBM dit bon ben je vais mettre un système d'exploitation dans mon ordinateur. Il se retourne vers ses équipes. Est-ce que vous avez le système d'exploitation? Et là, une nouvelle fois, les gens disent, bah, nous, on n'a jamais écrit ça, parce que nous, on sait faire des choses pour des gros ordinateurs. Pour la petite machine que vous avez en tête, on est incapable de vous écrire ce que vous me demandez, ce système d'exploitation. Demandez-le à l'extérieur. Les ingénieurs d'IBM vont croiser le chemin de notre tout jeune entrepreneur un peu par hasard. C'est tout simplement la mère de Bill Gates qui va faire les présentations. À cette époque, Mary Gates, sa mère, était l'une des dirigeantes d'une importante association caritative. C'est là qu'elle a fait la connaissance d'un très haut dirigeant d'IBM, qui en faisait également partie. Elle a incité ce dirigeant d'IBM à prendre contact avec la société de son fils, pour qu'ils se rencontrent et discutent de ce que Microsoft pouvait faire pour eux. D'une certaine manière, on peut dire que c'est la mère de Bill qui a permis cette première rencontre entre IBM et Microsoft. Le jeune Bill Gates, lors d'un rendez-vous en Floride avec les pontes d'IBM, au siège de la firme, va faire preuve d'un culot incroyable.
D'abord, il leur promet l'impossible. Leur inventer ce qu'ils recherchent, le système d'exploitation, c'est-à-dire le cerveau de l'ordinateur. Il s'agit là d'un programme autrement plus compliqué que tous ceux qu'il a développés jusqu'à présent. IBM dit à Bill Gates, est-ce que vous voulez bien faire un système d'exploitation? Est-ce que vous savez faire un système d'exploitation? Et là, c'est un des premiers grands bluffs de l'histoire de l'informatique. Bill Gates répond oui, alors qu'il n'avait jamais de sa vie programmé une seule ligne d'un système d'exploitation, mais il répond oui. Il s'agit d'un mensonge vis-à-vis des dirigeants d'IBM. Mais Bill Gates a en fait une idée derrière la tête. Plutôt que de créer un système d'exploitation, il va tout simplement l'acheter. Car dans la ville, il se souvient avoir rencontré un crack de l'informatique, Tim Patterson, qui bricole dans son coin de drôles de programmes. Il va lui sauver la mise. Nous avons retrouvé ce pionnier de l'informatique. C'est aujourd'hui un jeune retraité qui vit toujours à Seattle. Ça, c'est mon premier ordinateur que j'ai eu en 1976. Les claviers sont faits maison. Celui-ci, je l'ai fabriqué entièrement moi-même. Mais bien sûr, ce ne sont pas ces ordinateurs bricolés qui intéressent alors le duo de Microsoft, mais plutôt une grosse disquette noire. Elle contient ce qu'ils recherchent désespérément, un système d'exploitation fait maison lui aussi. Son inventeur lui a donné un drôle de nom, Kudos. C'est une abréviation peu flatteuse. Kudos, ouais, ça veut dire vite fait, mal fait. Parce que je n'ai pas pris le temps de le fabriquer soigneusement. Mon but, c'était juste de fabriquer un programme qui fonctionne sur un ordinateur sans trop perdre de temps. Et c'est pour ça que je l'ai appelé vite fait, mal fait. Tim Patterson va céder son invention aux deux hommes de Microsoft pour 50 000 $. Mais il est loin à l'époque d'imaginer ce que ces deux acheteurs vont en faire. Ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Nous avons un client qui est intéressé par ton système d'exploitation. » On a tout de suite fait un marché dans lequel ma boîte vendait ce programme à Microsoft, qui lui le proposait à un client alors inconnu. Par la suite, je me suis aperçu qu'il s'agissait en fait d'IBM. Vous avez été surpris ? J'ai pas pu être surpris car je ne me suis pas rendu compte de ce que ça représentait. Ça aurait pu être n'importe quel client, j'aurais dit OK. Je n'imaginais pas du tout l'impact que mon programme allait avoir avec la force commerciale d'IBM. À l'époque, ça m'a dépassé. Bill Gates rebaptise le programme qu'il vient d'acheter MS-DOS. MS pour Microsoft, DOS pour système d'exploitation. Un investissement de 50 000 $, ça peut paraître énorme, mais en fait, Bill Gates a un plan pour faire l'affaire du siècle. Car il a une idée géniale. Pas question de vendre son programme à IBM, mais plutôt toucher un pourcentage sur les ventes des PC. La compagnie devra pour chaque ordinateur lui verser environ 3 $. Il vient tout simplement de signer le contrat de sa vie. C'était un excellent choix stratégique de Bill Gates. Ne pas vendre son système d'exploitation à IBM, mais plutôt leur demander de payer des royalties sur chaque ordinateur équipé avec ce programme MS-DOS. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'un PC se vend avec le système d'exploitation de Microsoft, Microsoft gagne de l'argent. C'est une excellente affaire, car le PC connaît un incroyable succès. Dès sa sortie, l'été 81, il s'en vend 50 000 exemplaires en 3 mois. L'Amérique découvre alors l'informatique. Le PC envahit les écoles, les maisons et surtout les bureaux. Comme Bill Gates l'avait prédit, l'ordinateur devient un produit de consommation. Comme les ventes du PC d'IBM se sont tout de suite envolées, cela a fait de Bill Gates un homme très très riche, et cela a mis Microsoft sur le devant de la scène. Fini l'ambiance hippie des débuts, la petite PME change aussitôt de dimension. En 1983, Microsoft est une entreprise dont le chiffre d'affaires atteint les 100 millions de dollars et occupe maintenant un building entier. Dorénavant, les cadres dirigeants du groupe posent en costume-cravate pour la photo officielle. Bill Gates a 27 ans, il est ici à droite. Richissime, sa fortune personnelle dépasse les 70 millions de dollars. Grâce à ses programmes,
il contrôle déjà un ordinateur sur 2. En 1984, le magazine Time le consacre alors comme le magicien à l'intérieur de la machine. Il a définitivement volé la vedette à IBM, mais à l'époque, pour lui, ce n'est pas suffisant. Roland Hanson en a gardé un souvenir très précis. Cet ancien directeur de Microsoft a rencontré le jeune patron ambitieux à cette même époque. Il a tout de suite été impressionné par son incroyable assurance. Pendant 4 ou 5 heures, il a fait les 100 pas devant moi, m'expliquant sur des tableaux blancs très précisément comment il allait devenir le maître du monde grâce à ses programmes. Et pourquoi Microsoft allait devenir la plus grande compagnie qu'on ait jamais eue aux États-Unis. Ça a duré des heures et des heures. Et finalement, Bill m'a demandé « Qu'est-ce que tu en penses ?» Alors je lui ai dit « Bill, j'en suis convaincu, tu vas conquérir le monde. » Bill Gates, maître du monde, mais avant d'y parvenir, il doit régler un problème de taille qui se trouve sur sa route. Le voici. Il s'appelle Steve Jobs. Il a le même âge que lui, 27 ans. Lui aussi a créé son entreprise informatique Apple, la marque à la pomme. Mais lui, contrairement à Gates, fabrique des ordinateurs. Steve Jobs menace le business de Bill Gates avec une machine particulièrement avant-gardiste, le Macintosh. C'est alors le premier ordinateur à être équipé de cet appendice, la souris. Sur l'écran apparaissent pour la première fois des icônes et des fenêtres. C'est une véritable révolution, car même un enfant peut maintenant utiliser un ordinateur. Tout cela est possible grâce au cerveau à l'intérieur de la machine, le système d'exploitation conçu par Apple. De l'avis général, il a alors 10 ans d'avance sur celui de l'IBM PC. Ce qui va tout changer, évidemment, c'est le Mac avec l'interface graphique. Donc à la même époque, on a deux façons d'utiliser l'ordinateur qui sont complètement différentes. Il y a une façon où il faut vraiment taper sur un clavier des suites de caractères qu'il faut apprendre pour ordonner à l'ordinateur de faire quelque chose, alors que de l'autre côté, on a sur l'écran des petites images, des petites icônes qu'on fait bouger avec la souris. Dès sa sortie, le Macintosh se vend très bien. Il ringardise l'IBM PC malgré un prix de vente de 4 000 $, 2 fois plus cher que son puissant concurrent. Bill Gates est particulièrement inquiet. Il doit réagir. Si les ventes des PC s'effondrent, il risque de tout perdre. Nous avons retrouvé à Seattle un ancien ingénieur qui travaillait à l'époque à Microsoft. Marlene Heller se rappelle que son patron avait du mal à cacher sa jalousie vis-à-vis de l'ordinateur d'Apple. Bill était obnubilé par le Macintosh, après avoir vu son incroyable graphisme. Il disait « C'est une invention géniale, les gens vont adorer ça. Son système d'exploitation est bien meilleur que le nôtre. Il faut fabriquer le même, mais pour toutes les autres machines. » En somme, c'est très simple. Bill Gates veut percer les secrets du Macintosh, car il veut fabriquer sous sa propre marque un système aussi évolué avec l'idée de le vendre aux concurrents d'Apple, les PC. Mais comment va-t-il s'y prendre? Depuis quelque temps, Bill Gates travaille régulièrement pour Apple en lui fournissant des logiciels. À l'époque, les ingénieurs d'Apple ne se méfient pas de ce fournisseur. Celui-ci va en profiter pour se renseigner discrètement sur les secrets du Macintosh. Andy Hertzfeld était à l'époque un des responsables du projet Macintosh. Je me souviens très bien la première fois que nous avons montré le Macintosh à Bill Gates. Eh bien, c'était comme si on lui montrait son propre avenir. Tout ce qui concerne le Macintosh intéresse Bill Gates. Il est particulièrement intrigué par le fonctionnement de la souris. Il pose des questions, beaucoup de questions. Finalement, beaucoup trop au goût de Steve Jobs. J'étais sur le point de lui expliquer comment marchait la souris. Et Steve a pressenti ce que j'allais dire. Et donc il a hurlé « Ferme-la !» très fort. Apparemment, il n'a pas dû voir que j'avais compris et donc il l'a redit « Ferme-la !» encore plus fort. Et tout le monde l'a regardé du genre « Message reçu ?» Steve Jobs a raison de se méfier, mais c'est déjà trop tard. Car chez Microsoft, une équipe d'ingénieurs travaille secrètement
sur un système d'exploitation inspiré de celui du Macintosh avec des icônes et des fenêtres. Microsoft s'est toujours défendu d'avoir copié le Macintosh. Cet ex-ingénieur de Microsoft nous donne un son de cloche légèrement différent. C'est vrai que le jour où le Macintosh est sorti, mon boss m'en a donné un exemplaire et l'a posé sur mon bureau en me disant « Vas-y, c'est de bonne guerre, vole tout ce que tu peux dessus ». Quelques mois plus tard, en 1985, Bill Gates sort un nouveau système d'exploitation baptisé Windows, traduction fenêtre. Il le propose à tous les fabricants d'ordinateurs concurrents d'Apple. Les PC rattrapent une partie de leur retard technologique et en plus, ils sont vendus 2 fois moins cher. La marque de Steve Jobs ne peut lutter. Apple n'avait aucune chance. Avec leur propre système, ils ont voulu faire la plus belle Jaguar. Mais ce n'est pas la voiture que tout le monde peut s'offrir. Ils voulaient la plus belle des machines, c'est ce que Jobs a réussi à faire, mais c'était beaucoup trop cher. Il a eu ce qu'il méritait. Et nous, Microsoft, on a fait ce qu'on voulait, une simple Volkswagen, la voiture que tout le monde peut s'offrir. C'était ça, Windows. 10 ans plus tard, 95% des ordinateurs de la planète fonctionnent avec le système Windows de Bill Gates. En 1995, l'homme d'affaires âgé de 40 ans est à son apogée. Son entreprise domine sans partage le monde de l'informatique. Depuis lors, Seattle n'est plus la ville de Boeing, mais celle de Microsoft. Une multinationale qui emploie alors 17 000 salariés. Le nouveau siège, le campus de Redmond, est une véritable ville dans la ville. L'incroyable réussite de Bill Gates fascine toute l'Amérique. Les journaux le présentent en maître de l'univers. Il est même sacré en 1995 homme le plus riche de la planète. Sa fortune personnelle frôle alors les 13 milliards de dollars. Il peut se permettre de construire la maison de ses rêves à quelques kilomètres du siège de Microsoft. Une bagatelle de 100 millions de dollars pour une résidence de 5000 m² de surface, plus de 20 pièces, 24 salles de bain, 6 cuisines, plutôt spacieux pour un couple avec 3 enfants. À ce moment-là, plus rien ne semble pouvoir arriver au nouveau maître du monde. Pourtant, il va connaître le pire. Une menace plane au-dessus de sa tête, perdre son empire et toute sa fortune. Le 19 octobre 1998, Bill Gates se retrouve devant les tribunaux de son pays. L'annonce fait l'ouverture des JT du monde entier. Microsoft dans le box, la justice américaine s'intéresse à une réussite commerciale qui tourne au monopole, une domination qui bloquerait l'innovation. L'affaire est sérieuse car c'est le gouvernement américain qui poursuit la compagnie de Bill Gates. Il lui reproche un des délits les plus graves aux États-Unis, abuser de son monopole pour éliminer ses concurrents. La sanction peut aller jusqu'au démantèlement de Microsoft. Bill Gates risque de tout perdre. Christopher Springman était l'un de ses accusateurs. Il a été chargé à l'époque par le ministère de la Justice d'enquêter sur les pratiques pour le moins douteuses de Microsoft. Ce procès a eu lieu parce que Microsoft avait une manière très particulière de conduire ses affaires. Leur but n'était pas seulement de gagner des parts de marché, ni d'innover, ni même d'essayer d'être plus compétitifs. Leur véritable but, c'était d'empêcher toute autre entreprise de programme de les concurrencer et de les battre. Et ça, c'est clairement une violation des lois de la libre concurrence. Mais comment concrètement Microsoft procède-t-il pour écarter ses concurrents du marché des ordinateurs? Selon les enquêteurs, la firme n'hésite pas à utiliser une arme redoutable auprès des fabricants d'ordinateurs, l'arme du chantage. Ils allaient voir les grands fabricants d'ordinateurs comme Compaq et d'autres. Ils leur disaient « Faisons un marché. Ne commercialisez plus le programme de notre concurrent, mais uniquement le nôtre. Et l'on saura se montrer reconnaissant. Mais en revanche, si vous refusez notre marché, vous aurez de gros problèmes. Vous n'aurez plus accès à notre système d'exploitation Windows, ce système indispensable pour que vos ordinateurs restent compétitifs. » L'affaire n'est pas simple à suivre pour le grand public. Pourtant, toute l'Amérique va se prendre de passion pour ce procès, car elle découvre avec stupeur un tout autre visage de Bill Gates. Face au juge, ce jour-là,
le héros perd de sa splendeur et ses moyens, notamment quand les magistrats le questionnent sur une expression utilisée par les dirigeants de la multinationale, le djihad Microsoft, c'est-à-dire la guerre sainte de Microsoft contre ses concurrents. Bon, quand votre bras droit, Brad Chase, vous écrit à vous et aux autres dirigeants, nous devons continuer notre guerre sainte l'année prochaine. Vous comprenez alors qu'il fait référence à Microsoft quand il utilise le mot « nous » ? Non. Qu'est-ce qu'il voulait dire en disant « nous » ? J'en sais rien. Vous savez ce qu'il veut signifier par l'expression « guerre sainte » ? Pour la justice américaine, mais aussi pour tous ceux qui le connaissent, le silence de Bill Gates est plus que suspect. Tous ceux qui connaissent Bill Gates savent très bien qu'il a une mémoire extraordinaire. Il peut se rappeler dans le moindre détail de toutes ces discussions, même celles vieilles de 10 ou 15 ans concernant Microsoft. L'idée même qu'il ne se rappelle pas de ceci ou de cela, ou qu'il ne sache plus la signification d'un mot, cela donne clairement le sentiment qu'il joue un jeu. La conséquence que cela a eue, c'est que ça a sérieusement entamé la crédibilité de Bill Gates. Celui qui était alors encore une icône, un grand héros américain. Le renversement d'image est spectaculaire. Caricaturé dans la presse entière en méchant dictateur, Bill Gates, celui qui quelques années plus tôt était célébré comme le magicien de l'informatique, devient l'incarnation du mal absolu, un homme dangereux. Tout cela est une bien mauvaise publicité pour ses affaires. Pendant le procès, le cours en bourse de Microsoft chute de 30%, la fortune de Bill Gates est même divisée par 2. L'homme d'affaires perd de son assurance légendaire, il va même craquer. C'est clair que tout le procès et toute la pression qu'il y avait sur Microsoft a pris une tournure très personnelle pour Bill Gates. Il y a un conseil d'administration où il a quasiment fondu en larmes, racontant qu'il avait des problèmes de santé et qu'il n'arrivait plus à dormir la nuit. Son calvaire va s'éterniser 4 ans, le temps de ce procès fleuve. En 2002, Microsoft est jugé coupable. L'entreprise est mise sous surveillance par le gouvernement avec interdiction de rééditer de telles méthodes. Ce n'est finalement qu'un avertissement, l'empire Microsoft s'en tire à bon compte. Mais Bill Gates ne supporte pas que son image ait été si sérieusement noircie, un problème qu'il va très vite réparer. Car depuis quelques années, l'homme le plus riche de la planète s'est transformé en bon samaritain. Accompagné de sa femme Melinda, il parcourt dorénavant les bidonvilles du tiers-monde, participe aux gros concerts de charité et rencontre les grandes figures de ce monde avec un seul programme. Il faut faire en sorte que les progrès de la médecine profitent à tout le monde. Pour joindre les actes à la parole, Bill Gates a créé une fondation pour lutter contre la misère. Il y consacre la majeure partie de son immense fortune, plus de 24 milliards de dollars de donations. Ses dépenses dépassent celles de l'Organisation mondiale pour la santé. Il est devenu le plus grand donateur du monde. C'est dorénavant à ce titre que la presse parle de lui. Time l'a même consacré homme de l'année 2005. Je ne veux pas remettre en cause la sincérité de son engagement pour la santé dans le monde. Mais je pense que pour une part, l'impulsion et le moment qu'il a choisi pour s'investir étaient motivés par le désir de redorer son image. En juin dernier, toute la presse en a fait sa une. Bill Gates va quitter la tête de Microsoft en 2008 pour se consacrer entièrement à l'humanitaire. À 50 ans, l'homme qui voulait dominer le monde a trouvé l'image qu'il voulait laisser à la postérité, celle du plus grand bienfaiteur de l'humanité.